Bonjour. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt une réflexion. Moi, je travaille en ressources humaines. Et en fait, dans la réforme du droit du travail, il y a des choses qui sont bien, mais je trouve qu'on n'aborde pas du tout ce qu'il y a à côté. Et en fait, ce qui, je pense, rend complexe le droit du travail aujourd'hui, c'est qu'il y a le droit du travail, mais il y a aussi la convention collective, il y a aussi l'accord de branche, il y a aussi les accords d'entreprise. Et ce qui est très compliqué quand on travaille en ressources humaines, c'est qu'on va aller chercher dans le droit du travail pour quelque chose, dans la convention collective pour autre chose, dans l'accord d'entreprise pour autre chose, et qu'on se retrouve avec des salariés au sein d'un même groupe qui ne sont pas tous logés à la même enseigne. Et on se retrouve typiquement sur le nombre de jours, par exemple, pour un décès ou pour un mariage. Dans le droit du travail, maintenant c'est 4 jours pour pas que c'est mariage. Nous, c'est 3 jours dans la convention collective. Donc là, on va prendre le droit du travail. Par contre, pour le décès d'un grand-parent, dans le droit du travail, il n'y a pas. Nous, on a 2 jours dans la convention collective. Donc là, on va chercher dans la convention collective parce que c'est le plus favorable. Et on a aussi un accord d'entreprise où on a certains collaborateurs qui ont 5 jours pour un mariage et pas 4 ou 3. Du coup, on se retrouve avec plein de sources différentes. On ne sait plus où aller chercher les informations. Et moi, je n'ai pas le sentiment que la réforme du droit du travail, elle va venir permettre d'assouplir toutes ces différences-là et nous permettre de savoir à quel texte se référer pour avoir l'information qu'on cherche. Merci. Alors justement, je rebondis un peu sur ce qui vient d'être dit. Moi, en fait, je suis un peu surpris que vous écriviez un livre. Parce que je me vois mal en fait aller chercher une information dans un bouquin. Ça me paraît complexe pour le code du travail de faire ça. Je ne vais pas pouvoir comparer ce qu'il y avait avant et ce que vous proposez. Je ne vois pas comment je comparerais l'ancien code du travail qui est épais avec celui qui certes est plus fin. J'aimerais savoir si vous avez songé à faire un site web où justement avec un moteur de recherche on pourrait directement cibler une question, voir ce qu'il y avait avant, après. Vous l'avez montré d'ailleurs avec un exemple tout à l'heure. Et ça répond un peu à ce que disait madame, mais pourquoi les différentes sources du droit ne sont pas réunies, disons sur un site pour chaque entreprise ou chaque branche, ou peu importe, justement pour qu'il y ait un seul document. Ça serait quand même plus lisible tant pour vous que pour moi finalement. Je vais essayer de répondre et puis si j'oublie des choses, vous me reprenez. Alors, sur la première intervention, juste une précision, vous m'avez dit, lorsque j'ai une question de nombre de jours pour enfants malades, pour mariage ou pour décès, etc., tantôt je vais avoir dans le droit du travail, tantôt je vais avoir dans la convention collective. Tout ça, c'est le droit du travail. Le droit du travail, c'est la loi. Vous dites droit du travail, c'est la loi. Donc vous allez voir ce que prévoit la loi. Après, en effet, il y a un certain nombre de dispositions conventionnelles qui sont possibles et qui peuvent prévoir un certain nombre de choses. Alors, je vais... C'est parce que l'entreprise est complexe que l'environnement conventionnel est complexe. Vous avez des groupes d'entreprises qui interviennent dans plusieurs secteurs d'activité. Donc vous allez avoir possiblement plusieurs conventions collectives qui pourraient s'appliquer. Ensuite, vous avez des établissements qui sont installés dans différentes régions. Là, vous pouvez avoir d'autres normes conventionnelles géographiques différentes dans les pays de la Loire, dans le nord de la France, dans l'Est, etc., différentes qui s'appliquent. La solution à votre difficulté, c'est de supprimer tout cet ordre conventionnel. Non mais, je vais dérouler une idée. C'est de supprimer tout cet ordre conventionnel. Parce que nécessairement, si vous avez une diversité de normes conventionnelles à s'appliquer dans l'entreprise, c'est que vous avez une diversité soit d'activité, soit d'installation géographique. Donc inévitablement, vous avez plusieurs normes conventionnelles qui s'appliquent, et donc les normes conventionnelles peuvent ne pas prévoir la même chose. D'accord ? Donc ça, en effet, c'est une difficulté. C'est une difficulté parce que une convention collective, un accord régional interprofessionnel, un accord national interprofessionnel, un accord régional de branche peuvent parler des mêmes choses mais prévoir des choses différentes. Ça, c'est clair. Alors, il y a une réponse qui est dans les ordonnances Macron
qui substitue à cette logique d'articulation des normes conventionnelles une logique, je vais dire, plutôt de confrontation des normes conventionnelles. La logique des normes... Alors ça ne va pas résoudre votre problème tout de suite, en tant que RH et en tant que d'un point de vue employeur. Mais à terme, ça peut le résoudre. Parce que la logique des ordonnances, c'est de prévoir un précaré de négociation pour les branches et un précaré de négociation pour les entreprises. Et que ça ne soit pas la même chose. Que l'entreprise, on ait négocié sur certains sujets, et que la branche, on ait négocié sur d'autres sujets. Et comme chaque niveau de négociation a ses thématiques de négociation, ça va limiter les risques de multiplication de dispositions conventionnelles sur un même objet, si vous voulez. D'accord ? Je peux vous faire un deuxième conseil d'employeur, si vous voulez. Vous pouvez aussi, à votre niveau, dans l'entreprise ou au groupe, dénoncer les dispositions conventionnelles. Oui. Alors, politiquement, socialement, c'est compliqué, mais juridiquement. Juridiquement, c'est une solution. D'autant plus que la loi travail de 2016 a supprimé la notion d'avantage acquis individuel. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous voyez à quoi je fais référence, mais vous pouvez dénoncer des accords, les remplacer par rien du tout, par le vide absolu, et les salariés ne pourront pas revendiquer le maintien d'avantages, de primes ou de droits à congé, etc. Ça, c'est une solution. Alors, je ne sais pas si j'ai complètement répondu, si j'ai détourné la question, mais j'ai tenté une réponse. Alors, sur le livre, c'est un livre en tant qu'ouvrage, on va dire, avec textuel, avec des feuilles, etc. Mais on a voulu aussi être au maximum dans la comparaison avec l'outil le plus répandu, qui est le code du travail. Donc l'idée qu'on puisse comparer deux objets qui soient proches, c'était plus simple d'avoir la même forme. Donc voilà pourquoi on a privilégié la forme d'ouvrage. On a un site néanmoins sur lequel l'ensemble du code est également en ligne. Vous tapez GRPact et vous avez accès à l'ensemble du code de toute façon. Et puis, troisième élément de réponse, il existe également un site que vous connaissez peut-être pas qui s'appelle Légifrance, dans lequel vous retrouvez tous les codes et dont le code du travail. Vous retrouvez aussi les conventions collectives, et puisque depuis 2016, la loi oblige aussi à ce qu'il y ait une base de données nationale de toutes les conventions collectives, accords collectifs conclus à tous les niveaux, vous les trouvez aussi sur Légifrance. Donc là, vous avez un outil, on va dire, une base de données avec l'ensemble de ces ressources. Le code du travail, donc la loi, et les normes conventionnelles. Il vous manque la jurisprudence. C'est-à-dire toutes les décisions de justice qui font aussi le droit du travail. Alors celles-là, vous les avez sur Légifrance, mais vous pouvez chercher par mots-clés ou par date de décision. Et vous les avez aussi dans les codes. Si les codes sont épais, c'est parce que les éditeurs y mettent aussi beaucoup de jurisprudence. Si j'étais venu avec un code, vous auriez pu voir que vous avez un article qui peut faire 2, 3, 4, 5, 6 ou 10 lignes ou 20 lignes. Ensuite, vous avez des références bibliographiques pour que les gens qui réfléchissent à ces questions-là puissent aller lire des articles ou voir des références en lien avec les thématiques de l'article. Et en dessous, vous avez quelquefois des vingtaines de pages de jurisprudence où les éditeurs, là encore pour faciliter le travail de tout juriste, mettent les décisions de justice d'application ou en lien avec la norme. Donc dans notre code rouge ou bleu que vous avez ici, vous avez de la loi, vous avez des références bibliographiques et vous avez de la jurisprudence. Donc c'est un outil qui se veut assez complet. Merci. Alors moi je ne suis pas un spécialiste du droit du travail, mais je vais, en suivant les dernières ordonnances, notamment sur la pérennisation en ce qui concerne disons, en cas de licenciement, on va dire, abusif, sans motif, j'emploie peut-être pas les bons termes, j'ai vu que ça pouvait éventuellement être, que cette barémisation pouvait être attaquée au niveau du droit européen, parce que je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors, ce n'est pas directement le droit européen, le droit de l'Union européenne, mais c'est les conventions de l'OIT, de l'Organisation internationale du travail, mais vous avez raison. Et c'est plus précisément une convention, la convention 158, qui prévoit, je l'ai dit très très rapidement tout à l'heure, mais c'est ce à quoi je faisais référence notamment, mais les textes au niveau de l'ONU le prévoient également dans ce catalogue de droits sociaux et économiques, que le salarié qui est licencié
doit pouvoir avoir accès à un juge et doit pouvoir voir discuter le motif de la rupture de son contrat de travail. Donc en effet, il existe des dispositions au niveau international qui pourraient être mobilisées à ce niveau-là. C'est ce à quoi je pensais aussi également par rapport à toutes ces réformes et à toutes ces évolutions. Il est vrai que le droit interne français du travail est aussi sous l'autorité de normes supranationales que sont le droit social communautaire et les normes internationales, essentiellement les normes de l'OIT et puis les normes du Conseil de l'Europe, voire de l'ONU en matière de protection de la personne et également de la personne au travail. Pour vous donner un autre exemple, vous vous rappelez il y a peut-être quelques années du contrat première embauche et du contrat nouvelle embauche. Ce type de contrat qui pourtant avait été promulgué mais qui n'a pas été appliqué. Il y a pourtant eu à l'occasion de la promulgation de ces lois-là la saisine d'un certain nombre d'instances internationales, je pense notamment à l'OIT, et le bureau de l'OIT a sanctionné, enfin a fait remarquer à la France que cette législation, alors qui n'a pas été appliquée, était en contradiction complète avec la Convention 158 de l'OIT. J'aimerais développer une question par rapport aux réformes de ces dernières années sur le droit du travail. Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, avait déclaré à l'occasion de la loi dite El Khomri, adoptée à coup de 49.3, que, je cite, « La réforme du droit du travail voulue et imposée par le gouvernement Valls est le minimum de ce qu'il faut faire ». Et la suite récente de cette réforme confirme les recommandations énoncées dans les grandes orientations de politique économique, les fameuses GOPE, imposées par l'Union européenne. Sachant cela, de quelle marge de manœuvre disposons-nous pour pouvoir conserver un droit du travail préservant la protection des travailleurs ? Et est-ce compatible avec un marché du travail toujours plus dérégulé et soumis aux concurrences les plus sauvages ? Mais peut-être que vous en apportez la réponse dans votre proposition. Merci. Merci. Alors, dans la proposition, oui, un petit peu d'une certaine manière, mais je crois aussi dans l'exposé rapide que j'ai fait tout à l'heure, je crois que j'ai porté une voix assez critique par rapport à ces réformes. Notre proposition de code du travail se veut complètement alternative, c'est-à-dire qu'elle est complètement antinomique du sens des réformes qui sont portées par la loi travail de 2016 et puis les ordonnances de 2017. Ça, c'est incontestable. Plus concrètement, quelles sont les voies d'espoir, les voies de solution ? Moi, je suis juriste du travail, je vais vous faire une réponse de juriste. J'ai aussi effleuré ces pistes. De mon point de vue, on est plusieurs à le penser. Il y a deux voies de contestation. Le droit commun des contrats, j'ai cité quelques exemples tout à l'heure. Il y a un certain nombre de principes, de mécanismes juridiques nouveaux ou qui ont évolué dans le droit commun des contrats qui pourra permettre de voir d'un éclairage nouveau les législations nouvelles. Les normes supranationales également, on a parlé de la Convention OIT numéro 158. Alors tout ça, ça suppose du contentieux. Parce que dans tout cela, il y a un acteur qui est très très important, c'est le juge. Alors, la Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire en France, sur les derniers mois, a rendu un certain nombre de décisions. Dans certaines de ces décisions, certains y voient déjà des appels du pied, enfin des indications sur l'interprétation qu'elle pourrait donner de l'application de certaines dispositions de la loi travail et de l'ordonnance, etc., qui vont dans le sens d'une restauration, d'une protection, des garanties, etc. Ça, c'est possible. Mais là, il n'y a aucune certitude. Ça va dépendre des contentieux et des solutions qui vont être portées par la Cour de cassation. Mais je pense qu'en effet, il y a la place sur un certain nombre de ces sujets, notamment les barèmes. Juridiquement, il y a beaucoup de questions qui se posent. Le législateur a entendu construire un système qui était complètement fermé. Or, il pose un certain nombre de questions. Il est quand même sacrément ouvert, notamment sur la notion de liberté fondamentale, qui n'est pas définie. Et là, la Cour de cassation pourrait ouvrir la notion de liberté fondamentale. Je le dis un petit peu rapidement, le barème s'applique, sauf quand les licenciements ont violé une liberté fondamentale. Donc c'est par la voie de l'exception que peut-être, la Chambre sociale de la Cour de cassation pourra amener un certain nombre d'ouvertures.
Autre exemple, c'est ces fameux accords en matière d'emploi qui, en 2013, étaient possibles uniquement en cas de difficultés économiques conjoncturelles, puis ensuite qui ont été rendus possibles pour développer ou préserver l'emploi dans l'entreprise. Et puis les ordonnances Macron disent que dorénavant, ils sont possibles tout simplement dès lors qu'ils sont liés aux spécificités de l'entreprise. On va pouvoir adapter l'emploi, les logiques de rémunération, les systèmes d'organisation du temps de travail. Et ça prime sur le contrat de travail. Cette logique qu'un accord qui est négocié va primer directement sur le contrat de travail, va préconstituer une cause de licenciement, ça pose des questions. Ça pose des questions, je l'ai effleuré là en répondant à votre question par rapport à la convention de l'OIT, mais il y a un certain nombre de points de discussion là qui seraient également possibles. Voilà. Donc, tout ça, ça dépend de contentieux, des positions qui sont prises par la Chambre sociale de la Cour de cassation, et troisièmement, ça demande du temps. Parce que pour que la Cour de cassation soit amenée à trancher, il faut qu'il y ait un juge qui ait été saisi, un juge prud'homal qui ait été saisi, et qu'ensuite le contentieux remonte à la Cour de cassation. Donc entre une saisine d'un juge prud'homal, que le juge prud'homal se prononce et que ça arrive à la Cour de cassation, on va dire 4, 5, 6 ans. Alors concernant vos préconisations là, sur un code du travail alternatif, je souhaitais savoir, toujours dans l'idée de la construction d'un équilibre entre les intérêts des salariés et des employeurs, quelles préconisations vous faites en matière de gouvernance des entreprises entre les IRP et l'employeur ? Moi, j'aurais souhaité que vous abordiez le concept de hiérarchie des normes. Vous en avez un peu parlé à travers le principe de faveur. Il y a une philosophie plus globale dans laquelle s'inscrit le Code du travail, qui est la hiérarchie des normes. Je vous expliquerai parce que je ne suis pas sûr que tout le monde sache ce que ça représente. Et je voudrais savoir si, d'après vous, tout d'abord la loi El Khomri, enfin cette tendance depuis quelques années de vouloir réformer, et moi je dirais plutôt détruire le Code du travail, vise à complètement supprimer cette hiérarchie des normes, la détruire, ou est-ce que effectivement les ordonnances, enfin suivi des ordonnances, ou est-ce qu'il n'y a pas de danger, est-ce qu'on restera toujours dans cette logique de hiérarchie des normes ? Je crois que j'ai gardé le micro pendant un moment là. Pour vous répondre. Alors, sur votre première question, sur la question d'association des salariés à la gouvernance de l'entreprise, je réfléchissais en même temps. Il y a une ou deux choses qui ont été prévues, mais qui m'échappent complètement à ma mémoire. Donc, il y a un certain nombre de mécanismes. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je vous dis, ma mémoire me fait défaut là-dessus, sur l'association des salariés au conseil d'administration, etc. On a prévu des choses là-dessus, mais je ne saurais pas rentrer dans le détail. Donc j'en suis désolé. Mais je vous invite à acheter l'ouvrage, à le consulter sur Internet. Par contre, il y a toute la logique de représentation du personnel. Ça, c'est une forme d'association des salariés à la gouvernance de l'entreprise. Notre logique, c'est la suivante. C'est de mettre en place les représentants du personnel, là où sont les collectivités de travail, et là où est le pouvoir économique dans l'entreprise. Je dis « et », d'accord ? À ces deux niveaux-là, c'est-à-dire au niveau bas, chaque fois qu'il y a une collectivité de travail, on met une instance représentative du personnel, et où il y a du pouvoir économique, il y a de la figure de l'employeur, on met aussi des représentants du personnel. Et donc, on organise la représentation du personnel dans ce cadre-là. Alors, on en parlait tout à l'heure à la pause, c'est un point de décalage avec les ordonnances. Actuellement, par exemple, je prends l'exemple des délégués du personnel. Les délégués du personnel, ils doivent être mis en place à partir de 11 salariés dans ce que la jurisprudence appelle des établissements distincts. D'accord ? Un établissement distinct, pour faire simple, c'est où vous avez un collectif de travail qui est soumis à des conditions de travail identiques et où il y a un représentant de l'employeur. D'accord ? Donc si vous n'avez pas de représentant de l'employeur, il n'y a pas obligation de mettre en place des représentants du personnel. Vous comprenez la logique ? D'accord ? Les ordonnances de septembre 2007 vont encore plus loin. D'accord ? Donc on fusionne des CE, CHSCT, etc., dans un comité social et économique qui peut être mis en place à partir de 11 salariés. Donc le seuil est conservé. D'accord ? Ça rapproche de la logique des DP. Mais l'ordonnance prévoit
Alors c'est ce qu'on appelle, et j'y reviendrai tout à l'heure dans la hiérarchie, sur ce qu'on appelle dorénavant les dispositions impératives. S'il n'y a pas d'accord sur la délimitation de l'établissement dans une entreprise à établissement distinct, les ordonnances prévoient que c'est l'employeur qui va pouvoir décider. Et comment il va décider? L'ordonnance lui donne une nouvelle définition de l'établissement. Dorénavant, l'établissement, c'est partout où il y a une collectivité de travail, un représentant de l'employeur qui a des pouvoirs de gestion du personnel. Qu'on n'avait pas auparavant. Ça veut donc dire que si vous avez une collectivité de travail, un représentant de l'employeur, actuellement vous avez des DP, mais il faudra maintenant que ce représentant de l'employeur ait des pouvoirs en matière de gestion du personnel. S'il ne les a pas, vous n'aurez pas de comité social et économique. Donc on va avoir dans un certain nombre d'entreprises où vous avez des délégués du personnel, la disparition de toute représentation du personnel. Cette logique-là, ce n'est pas la nôtre. Nous, dès que vous avez une collectivité de travail, il y a mise en place d'une instance représentative du personnel, donc au niveau le plus bas. Et puis au niveau du top aussi, au niveau en haut, vous avez des entreprises avec des participations croisées, des holdings, des groupes, et éventuellement à l'international, etc. Le pouvoir économique est souvent là, et bien c'est là qu'on impose de mettre en place les représentants du personnel. Je prends un autre exemple. Vous prenez les grands magasins, par exemple, où dans le hall, où vous avez plusieurs enseignes. Les salariés qui sont là, qui sont souvent des femmes, elles ne dépendent pas du magasin. Elles sont la plupart du temps salariées, voire auto-entrepreneurs, des grandes marques. Donc là, vous avez collectivement, vous avez un collectif de travail, vous avez une collectivité de travailleurs, mais vous n'avez aucune représentation du personnel. Or, il y a une organisation commune qui s'applique à elle, il y a bien une figure de l'employeur qui s'applique à elle. Juridiquement, ce n'est pas le même employeur. Avec notre proposition de code du travail, dès lors que vous avez une collectivité de travail, il y a lieu de mettre en place une instance représentative du personnel. D'accord? Alors, la hiérarchie des sources en droit du travail. Le concept, pour tous ceux qui ont approché le droit du travail, et c'est votre cas, il est connu, c'est l'idée, et c'est un petit peu le sens de la première intervention de tout à l'heure, c'est qu'en droit du travail, il y a un certain nombre de normes, de règles qui s'appliquent. D'accord? On a parlé de la loi, de la convention collective, le contrat, le règlement intérieur. Tout ça, c'est du droit du travail. Tout ça fait le droit du travail. Et tout ça, ce sont des normes qui encadrent le travail. D'accord? Donc il y a une grande diversité des normes de droit du travail. Et comme il y a une grande diversité des normes du droit du travail, elles ont toujours été hiérarchisées. D'accord? Du plus important au moins important. La hiérarchie, c'est la suivante. On a tout d'abord la Constitution et les normes internationales. Les traités internationaux ratifiés, la Constitution, sont au sommet de la hiérarchie. D'accord? Ensuite, on a la loi et les règlements, les lois votées par le Parlement. En dessous, on a les normes conventionnelles, les conventions collectives, les accords collectifs, les accords de branche, les accords interprofessionnels, toutes ces sources professionnelles conventionnelles, d'accord, qui sont en dessous. Ensuite, on a la jurisprudence, bien évidemment. La jurisprudence, lorsqu'elle rend des décisions, ça participe aussi à nourrir le droit du travail. C'est aussi du droit du travail. On a aussi le règlement intérieur, et tout d'en bas, on a le contrat de travail. Ok? Donc, c'est hiérarchisé de cette matière-là. Cette hiérarchie ne bouge pas. D'accord? Sauf que depuis 30 ans, depuis les lois Auroux, il y a des possibilités de dérogation entre certains niveaux. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que ce qui est consubstantiel à cette hiérarchie, c'est ce que vous avez appelé le principe de faveur. C'est qu'une norme à un niveau, quelle qu'elle soit, doit respecter toutes les normes qui lui sont supérieures, à moins d'être plus favorable. D'accord? Ça, c'est possible. Vous avez dans la loi un niveau du SMIC, une heure de travail doit être rémunérée à 9 € et quelques brut. Une convention collective peut prévoir un minima conventionnel de rémunération, ce qu'on appelle un SMIC conventionnel, à 10, à 11, à 12, à 150 € l'heure de travail. C'est possible. C'est plus favorable. D'accord? Vous avez des normes auxquelles on ne peut pas déroger, etc. La logique, c'est celle-là. D'accord? Mais il y a un certain nombre de coins qui ont été mis dans cette hiérarchie depuis les lois Auroux, donc depuis une trentaine d'années, et puis on en a rajouté des coins beaucoup plus épais avec la loi travail et avec les ordonnances. Entre plusieurs niveaux, et notamment entre les normes conventionnelles et la loi. D'accord? Depuis 1982, il y a un certain nombre de thématiques déjà, où vous avez des accords de branche qui peuvent déroger à la loi dans un sens défavorable, essentiellement en matière de durée du travail, par exemple. D'accord? Mais ça existe depuis 1982. Après, il y a eu la loi Fillon en 2004,
et puis un certain nombre d'autres dispositions qui ont ouvert cette possibilité conventionnellement, vous me suivez, par accord collectif ou convention collective, de déroger à la loi. D'accord ? Donc ça, ces possibilités ont été augmentées. Arrive la loi travail. La loi travail, elle bouscule quand même beaucoup. Vous me demandez, est-ce que vous avez eu un questionnement là-dessus? Est-ce que ça bouleverse profondément les choses? Oui. Parce que la loi travail de 2016, elle a appliqué, elle envisage, et les ordonnances sont le résultat de la loi travail sur ce point-là, la loi travail l'a fait sur le chapitre durée du travail dans le Code du travail. C'est-à-dire qu'elle a tout réordonnancé ce qui était prévu, en prévoyant 3 types de normes. En matière de durée du travail depuis la loi travail, on a des dispositions dans le Code du travail, la loi dite d'ordre public. D'accord ? D'ordre public. Exemple, le salarié a droit toutes les semaines à un repos, ou à un repos quotidien. Okay ? Ça, c'est de l'ordre public. Des principes qui sont posés. Ensuite, on a des dispositions qui sont ouvertes à la négociation collective. D'accord ? C'est-à-dire que la loi El Khomri de prévoir qu'un accord de branche ou à défaut d'entreprise va pouvoir, dans le cadre des principes d'ordre public fixés, prévoir un certain nombre de choses. D'accord ? Et puis on a des dispositions supplétives qui s'appliquent à défaut d'accord. Vous comprenez la logique? Ça veut dire que depuis la loi El Khomri, en matière de durée du travail, et puis les ordonnances le prévoient maintenant dans d'autres sujets, il est prévu que d'ici 2009, ça soit étendu sur tout le Code du travail. Le Code du travail vient finalement à fixer des principes et des dispositions supplétives, à défaut, et pour tout le reste, c'est le champ de la négociation collective qui va primer. Et que donc les dispositions légales du Code du travail ne sont là qu'en voiture-balai. Elles n'auraient vocation à s'appliquer qu'à défaut d'organisation conventionnelle de la chose. D'accord ? Donc c'est cette montée en puissance de la négociation collective. La loi El Khomri prévoyait l'accord de branche ou à défaut l'accord d'entreprise. Arrivent maintenant les ordonnances. Les ordonnances vont encore plus loin dans cette logique. Parce que les ordonnances, alors c'est ce que j'ai évoqué dans ma première réponse tout à l'heure, prévoient un champ de possibles négociations au niveau des branches. D'accord ? Il y a dans la loi, dorénavant, 13 ou 14, je crois, 13 thèmes de négociation qui sont l'exclusivité de la branche. C'est elle qui négocie là-dessus et elle prime sur toute autre disposition négociée au niveau de la branche, avant ou après. D'accord ? Anciennement, la pénibilité, des dispositions en matière de durée du travail, en matière de CDD, et puis d'autres dispositions, le portage salarial qui a été rajouté, on se demande pourquoi, etc. D'accord ? Donc ça, c'est 13 thèmes. Sont rajoutés 4 autres thèmes sur lesquels la branche peut dire « je prends la main ». C'est-à-dire que si on négocie au niveau de la branche, ça s'impose par rapport aux négociations d'entreprise. On a par exemple l'emploi des travailleurs handicapés, tout ce qui s'appelait la pénibilité. Maintenant, on parle de prévention des risques professionnels. La branche peut dire « je prends ces thèmes-là, je prévois des négociations et ça s'impose dans les entreprises ». D'accord ? 13 plus 4. Et les 4, c'est si la branche a décidé. D'accord ? Et pour tout le reste, c'est la négociation d'entreprise qui va primer. Donc pour répondre à vos questions, je vois que vous acquiesciez, vous avez compris la logique. La logique, c'est de faire primer la négociation d'entreprise, j'allais dire y compris sur la loi, mais pas la peine, puisque maintenant la loi est amenée à prévoir juste des principes et des dispositions balais, on va dire, si vous voulez. C'est tout. Donc oui, la logique, c'est celle de faire primer la négociation d'entreprise par rapport aux autres niveaux de négociation. Et donc d'ouvrir très très largement le champ de négociation à ce niveau-là. Au cours de votre présentation, vous avez évoqué la diminution et la difficulté de faire appel au prud'homme. Est-ce que dans votre ouvrage, vous faites des propositions pour simplifier la démarche? Est-ce que vous pouvez nous l'exposer brièvement? Alors non, pas dans notre proposition de Code du travail, parce que je dis cette partie contentieuse, tribunal du travail, on ne l'a pas traitée. Parce qu'on. Vous allez me dire, mon excuse, elle est plus belle qu'autre chose. Je transforme une absence dans une proposition de Code du travail par un élément positif. On n'a pas fait parce qu'on n'aurait pas fait assez bien. Mais ceci dit, au-delà de la boutade, c'est quand même ça. Notre vœu, c'est de mettre en place un tribunal unifié sur toutes les questions de travail et d'emploi, et que donc de ne pas appréhender la chose uniquement par le biais
du conseil de prud'homme. Donc non, dans l'ouvrage là-dessus, sur le contentieux, il n'y a rien, c'est un des vides que j'évoquais. Alors, par contre, je peux illustrer et donner 2 illustrations, et on en parlait justement à la pause, de cet accès limité au juge prud'homal. Le premier, il résulte d'une évolution des règles de procédure. Dorénavant, très formellement, si vous allez saisir le conseil de prud'homme, il faut remplir un formulaire CERFA, alors qu'auparavant, ce n'était pas le cas. Il faut remplir un formulaire CERFA avec un certain nombre de prétentions, d'arguments, c'est-à-dire qu'il faut formaliser votre demande. D'accord ? En plus, il faut payer 45 €. Vous allez me dire, c'est pas forcément grand-chose de formaliser un petit peu quelques arguments et construire quelques objets de demande. Mais les chiffres sont là. Hein. Les saisines des conseils de prud'homme, sur fin 2016, c'est les derniers que j'ai, ont diminué de près de 40%. D'accord ? Donc juste mettre les 45 € et la formalisation textuelle d'un certain nombre de chefs d'arguments, ça a fait diminuer le nombre de saisines. D'accord ? Deuxième illustration dans les ordonnances. À propos du barème, là encore. Enfin, plus précisément, en matière de procédure de licenciement. La procédure de licenciement prévoit que l'employeur, lorsqu'il licencie, il envoie une lettre. Il fait ce qu'on appelle la notification du licenciement. D'accord ? Une lettre très très importante parce que c'est cette lettre-là qui acte l'acte de rupture de la part de l'employeur, qui fait courir le délai de préavis. Et cette lettre-là, jusqu'à présent, en plus, elle liait les termes du litige. Ça voulait dire que jusqu'à présent, si le salarié qui était licencié saisissait le juge n'appréciait la légitimité du licenciement qu'au regard des éléments fournis dans la lettre. Donc l'employeur, fallait qu'il soit clair, précis, et il valait mieux pas qu'il se trompe. Parce que s'il faisait une erreur, une imprécision, etc., en disant « Ah, dans votre lettre, c'est pas clair, le motif est imprécis, il est insuffisant, il est incomplet, licenciement injustifié, vous payez au minimum 6 mois de salaire. » D'accord ? Dorénavant, et là-dessus, les ordonnances ont évolué dans ce qu'elles prévoyaient, mais ce principe, la lettre de licenciement lie les termes du litige, c'est fini. C'est fini. Parce que dorénavant, l'ordonnance, la 4e, prévoit que l'employeur, une fois qu'il a écrit la lettre, il peut préciser ses motifs de licenciement. Originellement, début septembre, la première version des ordonnances prévoyait que l'employeur pouvait préciser et compléter. Compléter laissait sous-entendre qu'il avait fait une lettre de licenciement. Il recevait une demande de précision de part du salarié, l'employeur pouvait se dire « Oh là, j'ai peut-être fait une bêtise, je vais en rajouter, je vais compléter. » D'accord ? Ça, c'est pas possible. Il peut simplement préciser, ce qui est quand même pas mal. D'accord ? Apporter des éléments supplémentaires. J'ai pas oublié la question, limitation de la saisine du juge. Le salarié qui est en face, qui reçoit sa lettre de licenciement, il se dit ça va pas. Le motif, là, j'ai des arguments, je peux le contester, je peux le discuter, je peux le contredire, etc. Jusqu'à présent, il allait voir le juge et le juge appréciait la lettre, etc. Maintenant, l'ordonnance prévoit que le salarié doit d'abord demander à son employeur de lui préciser les motifs de son licenciement. D'accord ? Vous voyez, le filtre, il est psychologique. Il doit d'abord se retourner vers l'employeur, demander des précisions. Et l'employeur lui apporte des précisions. Donc il y a un filtre. Il y a un deuxième filtre avec les réponses. Parce que l'employeur peut apporter des éléments. Et là, le salarié va se dire, ouais, c'est vrai, ça vaut pas le coup que je paye mes 45 €, que je me crée du souci, que je parte dans une procédure, alors que les éléments, là, ça met un petit peu le doute. Vous voyez, deuxième filtre. D'accord ? Et il y a un troisième élément. C'est que si le salarié ne fait pas ça, et qu'il va directement voir le juge, et qu'il obtient gain de cause, c'est-à-dire que le juge lui dit, ah ouais, vous aviez raison. Vous aviez raison. Votre licenciement, il n'est pas justifié. Le motif qui était dans la lettre, il ne tient pas la route. Vous avez raison. Mais vous n'avez pas demandé la précision à votre employeur avant. Donc vous avez raison, mais je ne vais pas vous indemniser sur la base du barème. Vous allez juste avoir 1 mois de salaire de dédommagement. Troisième filtre. Vous voyez, ce à quoi je pensais lorsque je parle de limitation d'accès au juge prud'homal, c'est ça. C'est-à-dire qu'on pose des obstacles, on pose des filtres qui sont destinés à réfréner le salarié dans son envie, dans son ardeur d'aller voir le juge prud'homal. Et le résultat est là, je vous dis fin 2016, moins 40% des saisies du juge prud'homal. Avec tout ce que vous venez de nous expliquer, comment vous voyez l'avenir des syndicats ? Ben, c'est quand on est au fond de la piscine qu'on peut remonter. Voilà.
il y a fond de la piscine, il faut bien appuyer sur le fond de la piscine avec un pied, 2 pieds c'est encore mieux, et là vous allez avoir un élan pour remonter à la surface. Moi c'est l'image qui me vient à l'esprit. Parce qu'en effet, juridiquement, il y a un certain nombre de signes qui vont vers le sens d'une mise à l'écart, etc., des syndicats, toute cette action collective que j'ai évoquée tout à l'heure. On voit bien que dans un certain nombre de discours qui sont diffusés également, l'image des syndicats est plutôt écornée. On a plutôt des discours qui visent à rendre encore moins légitime, à décrédibiliser ces syndicats, etc. Ça facilite pas les choses. Maintenant, les syndicats, il y a un certain nombre de leviers, il y a un certain nombre d'actions qui sont possibles. À eux moi, je ne suis pas un syndicat, à eux de les saisir, de se mobiliser pour faire comprendre leur intérêt. Il y a un autre élément que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, parce que je suis juriste, donc j'ai une présentation de juriste des choses, on se refait pas. Et puis vous avez bien compris que toutes ces réformes, ces évolutions sur lesquelles je suis critique, à plusieurs fois j'ai fait référence à ce discours un petit peu idéologique, économique qu'il y a derrière pour l'argumenter. Il y a une autre dimension à ce discours qui est idéologique et économique, c'est un discours d'apaisement. D'accord ? C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui évolue, dans un monde où on peut, en discutant, se comprendre, échanger et puis construire les choses ensemble. Moi, je pense, comme un certain nombre de sociologues, je pense à Yves Clos par exemple, que l'entreprise c'est une collectivité. Et par définition, partout où il y a des collectivités, il y a nécessité de conflit. Alors pas conflit nécessairement au sens échange de pavés, affrontement et bagarre, pas ça. Nécessité de conflit au sens de confrontation. Échanger de points de vue, discussion, etc. Or, toutes ces réformes, elles visent à pacifier les relations de travail, à adoucir un petit peu ce cadre professionnel, et ça passe, un des leviers passe par la mise à l'écart des syndicats, parce que c'est plutôt une voie de contestation par laquelle la contradiction est portée. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne option, parce que l'entreprise en tant que collectivité, je répète, a besoin de conflits. D'accord ? Mais conflit au sens constructif, au sens d'échange et de discussion, au sens où l'entendent un certain nombre de sociologues. De ce point de vue-là, je trouve ça plutôt dommage, en effet. Oui, j'ai hésité quand même parce que je veux savoir pour des cas peut-être particuliers, mais j'ai l'impression, et on en a parlé tout à l'heure aussi au bar, donc sur les petites entreprises moyennes où il n'y a pas trop de syndicats, où il y a la situation économique d'entreprise pas toujours solide. Quel est entre la voie de la procédure prud'homale et la durée lorsqu'on veut contester un licenciement et puis comme je vous ai expliqué, moi j'ai vu des collègues, je ne vous ai pas donné tout le détail de l'histoire, mais qui sont allés à 10 menacer quasiment physiquement les salariés pour qu'ils leur donnent en liquide les salaires dus. Entre ces deux voies-là, qu'est-ce qui reste comme solution dans la configuration de pacification qui est évoquée ? Donc là, c'est des cas peut-être d'entreprises moyennes. Peut-être les gens sont plus dans des cas de grandes entreprises, mais moi j'ai déjà connu 7-8 entreprises et 3 qui ont été liquidées et 2 qui ne payaient pas les salaires. Et comme on l'a dit au bar aussi, ils attendent que ce soit l'AGS, la caisse donc de vos impôts, parce que nous on n'est pas payés, donc on n'en paye pas d'impôts non plus. Ils attendent, et c'est calculé, je pense, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour ne pas payer. Et même les indemnités que je touche après, j'ai gagné une procédure au bout de 3 ans, j'ai gagné 20 000 €, mais c'est vous qui me l'avez donné. C'est pas l'entreprise qui a recréé, comme je vous l'ai dit, une autre structure dans une autre région, bien sûr. Alors, quelles sont les solutions entre les deux voies, entre la menace, l'association privée entre des salariés pour se défendre, qui n'ont pas de syndicat, ou les syndicats qui ont disparu, et la situation du droit où il y a une procédure prud'homale qui peut durer souvent longtemps. Et avec des contrats qui se succèdent maintenant. On n'est plus dans des cas de contrats de 40 ans. C'est ça. Alors vous me posez une alternative où il n'y a pas de place pour le droit, là, donc pas de place pour une réponse de juriste, parce que entre une forme de violence qui peut être appréhendée par le droit, et puis l'intervention du juge, mais vous me dites qu'il n'y a pas de syndicat, donc il n'y a pas d'interlocuteur de syndicat, de représentation élue, de représentation syndicale. Donc là, ça va être de la discussion, du dialogue social. Il ne reste que ça. Moi, je ne vais pas inventer de solution miracle pour autant, on est bien d'accord. Hein. Je n'ai pas de baguette magique. Alors, il y a ceci dit des entreprises dans lesquelles ça se passe bien. Il ne faut pas non plus...
moi, je vous ai dit, je travaille beaucoup sur les questions de santé au travail, donc je travaille avec des médecins du travail, des ergonomes, des formateurs en matière de santé au travail, etc. Et mardi dernier, j'avais un collègue de Bordeaux, ergonome, qui fait beaucoup de formations professionnelles, y compris à des dirigeants d'entreprise, etc. Bref, la semaine d'avant, il avait fait une formation à des présidents de CHSCT. D'accord ? Donc les CHSCT, les instances représentatives du personnel, sont présidées par les employeurs. Donc il avait face à lui des employeurs ou des représentants des employeurs, des directeurs adjoints, des directeurs généraux, des DRH ou des chefs de service qui avaient une délégation pour présider le CHSCT. Bref, il avait des représentants de l'employeur qui lui disaient « Mais nous, la fusion des instances représentatives du personnel, la disparition du CHSCT, alors bien remplacée par une commission santé, sécurité au travail, mais le seuil de 50 passe à 300, donc c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Donc on peut parler de disparition des CHSCT, parce que derrière les prérogatives sont pas du tout les mêmes. Eh bien ces employeurs ou ces représentants des employeurs étaient plutôt très critiques et très inquiets, parce qu'ils disaient comment on va pouvoir faire avancer dans nos entreprises ces problématiques de santé au travail. Dès lors qu'on n'a pas d'instance dédiée, eh bien ces sujets-là, ces problématiques de santé au travail, elles vont complètement être noyées, diluées dans l'ensemble des prérogatives du comité social et économique, et il y aura moins de place pour les problématiques de santé au travail. Donc voilà, il y a quand même des entreprises dans lesquelles il y a du dialogue social, il y a de l'échange, où c'est constructif et où vous avez des employeurs, et la plupart des employeurs, j'en suis convaincu, sont dans cette optique-là, contrairement à ce que peut-être mon exposé laissait sous-entendre, mais c'était la logique de l'exposé. Il y a beaucoup d'employeurs qui ont bien conscience que pour que l'entreprise soit pérenne, il faut que les salariés soient compétents, soient formés, et un environnement de travail qui soit plutôt un environnement de bien-être et de satisfaction, etc. etc. Donc, peut-être il y a un espoir là aussi, il faut avoir confiance en les individus. Voilà. On va arrêter là, on vous donne rendez-vous dans, si vous voulez bien, hein, dans 15 jours avec Madame Oléron-Riolon. Merci, bonne soirée. Voilà.